Bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. Donc, je vous présente aujourd'hui la deuxième partie sur le Nikon D500. J'ai déjà survolé pas mal les caractéristiques dans le premier vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu plus de mes impressions à long terme, des accessoires aussi que j'ai équipé mon boîtier. Tout d'abord, pour revenir sur le boîtier comme tel, bien, avec l'utilisation, je me suis aperçu que vraiment c'est le boîtier dont la prise en main est la meilleure chez Nikon pour ma part, même à comparer avec les D3S que j'ai eu, D700, D810 et tout ça. Le D500 est vraiment un boîtier là, qui tient bien en main et aussi également une très belle ergonomie au niveau de la balance du boîtier. L'autre chose que j'ai remarqué à l'utilisation, surtout en comparé avec mon D810, c'est la clarté du viseur. Je me suis aperçu que lorsque je monte les deux boîtiers avec le même genre d'objectif, c'est-à-dire disons, une ouverture de 1.8, le viseur est plus clair dans le D500 que dans mon D810. Donc, je vois qu'il y a déjà une bonne différence là, au niveau du prisme, au niveau du boîtier comme tel. Et on le voit là, je m'aperçois que mon D810 est un peu plus sombre que le D500 lorsque je passe d'un boîtier à l'autre. Pour ce qui est du Snap Bridge, je l'ai essayé avec l'option Mac. Puis, je pourrais vous dire que je n'ai pas eu de problème de connexion. Ça s'est bien fait. C'est long un petit peu à se connecter. Mais je n'ai pas trouvé le système très rapide. Et de toute façon, pour qu'est-ce que j'en fais, je n'ai pas eu besoin de continuer d'utiliser ce système-là. Donc, j'ai laissé de côté l'utilisation du Snap Bridge, malgré que ça semblait bien fonctionner avec le D500 et mon iPad. L'autre chose aussi, c'est au niveau toujours du boîtier. Je me suis aperçu que le mode avion, un peu comme nos téléphones cellulaires, depuis que je l'ai mis en activation, ce mode-là, bien, à ce moment-là, je me suis aperçu que ma batterie va garder sa charge plus longtemps. Même chose pour le Wi-Fi. J'ai tout fermé ces applications-là. Donc, c'est peut-être une chose à savoir si vous n'utilisez pas le Wi-Fi et le SnapBridge. Bien, en passant au mode avion, on va tout bypasser ces options-là qui sont dans le boîtier. Comme j'ai dit aussi dans le premier vidéo, c'est un boîtier qui est très contrasté, plus que le D810. Donc, si on va dans l'optimisation d'image du boîtier en mode standard, ben moi, j'ai baissé à partir de 0, j'ai baissé des deux crans en bas le niveau du contraste et je me suis aperçu que l'image pour qu'est-ce que j'aime est meilleure. Maintenant, lorsque j'utilise en portrait ou en studio, bien, à ce moment-là, je vais toujours utiliser le mode neutre dans l'optimisation d'image. L'autre chose également qui est vraiment fabuleux, puis je vous recommande d'aller l'activer dans la programmation du menu du vidéo, c'est la stabilisation électronique. Lorsque je fais une vidéo avec ce boîtier-là, bien, par exemple, j'aime bien utiliser une longueur de focale de 30 mm en DX, c'est-à-dire que l'objectif que je vais utiliser à ce moment-là, que je vais monter sur le boîtier, est la Nikon 20 mm 1.8. Puis, ça fonctionne très, très bien. Lorsque je filme, je ne retrouve pas des mouvements saccadés. C'est sûr qu'il faut faire attention quand on est à main levée, mais c'est vraiment une option qui fonctionne bien en vidéo. Donc, je vous recommande d'aller dans le menu pour la vidéo et d'aller l'activer.
il est à noter que lorsque vous filmez avec le D500 ou d'autres comme le D810 aussi, on a le petit bouton information à l'arrière, puis on a un bouton qui s'appelle info, puis on a un petit bouton I. Sur le I, lorsqu'on enclenche le Live View en mode vidéo, bien sur le I, on a accès à toutes les fonctions pour les détails qu'on veut mettre dans le boîtier, les options qu'on veut avoir dans le boîtier. Comme par exemple, si je veux passer du mode voix à wide pour le micro, bien, je peux avoir accès directement lorsque je vais enclencher le Live View en mode vidéo. Une autre chose aussi, lorsqu'on achète l'appareil, il vient avec son mode d'instruction en français et en anglais, mais le mode d'instruction, il est beaucoup plus court que les autres modes d'instruction, exemple du D810. C'est-à-dire que toute la section où on parle, entre autres, des réglages du menu personnalisé, il manque beaucoup d'informations dans le guide qui vient avec le boîtier. Donc, si vous allez sur le centre de téléchargement de Nikon Canada, vous pouvez aller chercher le fameux guide des menus. Et je vous le recommande parce que c'est beaucoup plus détaillé pour chaque option sous les A, B, C, D, E, là, dans le menu Réglages personnalisés. Et vous allez pouvoir explorer davantage qu'avec le petit mode d'instruction. Et c'est gratuit. Allez seulement sur le site. Je pourrais vous mettre le lien pour vous indiquer où aller chercher ce guide-là. C'est vraiment un atout à avoir et à consulter également. Donc, comme impression, pour moi, c'est vraiment un petit D5 en format DX, finalement. La seule chose qui manque, c'est la poignée ou la grippe moulée. Puis, sinon, le reste, l'autofocus est parfait. Tout fonctionne merveilleusement bien. Il y a eu quelques petits problèmes avec des cartes mémoire, certaines SD, certaines XQD, avec les firmware qui ont été sortis pour le D500. Ça a corrigé la majorité de ces problèmes-là. Je sais que l'Exar, pour les cartes XQD, aux États-Unis, il y a eu certains clients qui ont eu des problèmes avec ces cartes-là. Et l'Exar ont échangé gratuitement les cartes qui étaient en défaut. Donc, si vous avez des cartes XQD 2933X qui vous donnent des messages d'erreur, bien, je vous invite à contacter l'Exar. Puis ils vont vous demander, là, sur la carte, il y a un petit numéro. Et ils vont vous demander ce numéro-là. Et avec ça, ils vont savoir si ça fait partie des générations 4 mémoire qui étaient en problème. Pour ce qui est du reste, moi, j'ai pas eu de problème au niveau des cartes mémoire. Tout fonctionne bien. Je l'ai essayé d'une tempête de neige. Je l'ai essayé à la pluie. Et vraiment, vraiment très satisfait de ce boîtier-là. Même que je vous dirais, lorsque je vous ai raconté ça dans le premier vidéo, je destinais le D500 à faire de la photographie sportive animalière et mon D810, entre autres avec celui que je filme aujourd'hui, je le destinais à faire le portrait, le studio. Puis, en poussant un peu plus loin le D500, je me suis aperçu que c'est un très, très, très beau boîtier et excellent boîtier aussi pour le studio, pour la photographie de portrait extérieur. Donc, c'est vraiment un boîtier polyvalent. C'est sûr, quand on a goûté aux 36 mégapixels d'un D810, revenir à 20.9, on pourrait dire 21 mégapixels, ça nous manque un peu les pixels du D810, mais par contre, si je compare avec les 12 mégapixels des D3S, D700, bien, je regagne là, à ce moment-là. Et je peux vous dire que quelqu'un qui cherche un boîtier, soit parce qu'il y a des objectifs DX, demi-capteurs déjà en sa possession, qui ne veut pas aller vers le plein capteur pour pouvoir remplacer tous ses objectifs,
ou encore certaines personnes parfois qui ont peur du plein capteur ou qui désirent garder le format DX parce qu'ils font surtout de la photo animalière ou sportive. Bien, le D500, j'aurais pas aucune difficulté à dire demain matin, je tombe avec un boîtier et je crois que ce serait ce boîtier-là plutôt que le D810 parce que justement pour sa polyvalence. Il va être excellent en animalière, en sport, aussi bon en studio qu'en photographie portrait extérieur. Donc c'est vraiment un très très bon boîtier polyvalent et je le recommande. Maintenant, je vais vous parler de 3 fonctions supplémentaires que le D500 possède et qui sont souvent méconnues. La première, c'est, vous avez le petit joystick ici en arrière. On a le pad, mais on a le petit joystick qui sert à sélectionner nos collimateurs d'autofocus dans le viseur. Bien, ce petit joystick-là, il faut savoir que lorsqu'on est en mode d'autofocus continu, l'AFC, non seulement je peux déplacer mes collimateurs, mais je vais vous donner un exemple, c'est si j'ai un oiseau que je suis en autofocus et qui se pose sur une branche, qui devient assez immobile, bien souvent, l'autofocus en continu, surtout si j'ai des branches à l'avant, il peut chercher des fois à se décrocher de l'oiseau puis aller s'accrocher ailleurs. Donc, si j'appuie au fond sur le joystick, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça va verrouiller la mise au point ainsi que la lumière. Et donc, je vais me retrouver à pouvoir conserver une mise au point fixe, même si mon autofocus est en mode continu. Et comme je vous disais, la lumière aussi est ainsi verrouillée, c'est-à-dire ma lecture de lumière. Donc, c'est vraiment une caractéristique que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans la manipulation du boîtier et qui est vraiment agréable lorsqu'on utilise le mode d'autofocus en suivi. L'autre fonction qui existe déjà sur les autres boîtiers Nikon, mais que je veux partager avec vous, c'est l'autofocus, de pouvoir faire notre autofocus avec le petit bouton ici qui est en arrière, qui est inscrit AF On. Normalement, comme moi je suis un plus vieux photographe de la vieille école, qu'on est habitué tout le temps de faire notre mise au point en appuyant à mi-chemin sur notre déclencheur, puis, bon, quand on appuie jusqu'au fond, la photo va se prendre. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, surtout lorsque je suis en situation d'autofocus en continu, encore une fois, je peux perdre mon autofocus et là, je suis obligé de relâcher mon déclencheur, revenir, essayer de reprendre ma mise au point. La fonction A8 dans les réglages personnalisés permet de pouvoir enlever l'autofocus à mi-chemin et de l'assigner uniquement au petit bouton en arrière. Donc, vraiment, mon déclencheur devient, pour la prise de photo, pour déclencher l'obturateur, n'a plus aucune incidence sur la mise au point, mais ça va être avec mon pouce que je vais pouvoir contrôler ma mise au point à l'arrière. Donc, ça me permet, lors de la manipulation ou lors d'un suivi d'un sujet, de pouvoir dégager mon doigt sur l'obturateur et en tout temps de pouvoir aller rechercher ma mise au point sans avoir de danger de peser trop loin et de prendre une photo et tout ça. Donc, c'est vraiment un bel outil et même, je vous dirais, exemple aussi, où je l'utilise, c'est en studio lorsque je vais faire un portrait avec une grande ouverture. La grande ouverture, bon, plus qu'on est grand, moins qu'on va avoir de profondeur de champ. À ce moment-là, ça va me permettre de vraiment verrouiller correctement à l'endroit que je veux, c'est sur l'œil, par exemple, mon autofocus et de pouvoir prendre ma photo. Donc, si j'ai un léger recadrage à faire, bien, plutôt que des fois de perdre mon autofocus parce que j'étais ou de prendre une photo dans le vide ou mal cadré, bien, avec le petit point qu'on a ici, le petit bouton en arrière, qu'on retrouve aussi sur la grippe, ça nous permet de conserver la mise au point toujours en ayant le doigt pas appuyé sur le déclencheur. Donc, vraiment, une belle caractéristique à essayer.
Et comme je vous dis aussi, autant en studio qu'au niveau de la photo en rafale, en suivi. Une autre option qui est vraiment intéressante, moi j'avais découvert sur les boîtiers professionnels, comme exemple le D3S, à l'époque on avait un bouton qu'on appuyait dessus et on pouvait verrouiller la vitesse d'obturation ou l'ouverture. Et donc, si je faisais de la photo en studio, par exemple, à tout bout de champ, je m'accroche sur la molette principale ou la molette secondaire et je vais venir dérégler mes réglages d'ouverture et de vitesse. Sachez que, tout comme le D810, maintenant, on peut verrouiller l'ouverture et la vitesse. Exemple, si je fonctionne en mode manuel, en studio, bien, à ce moment-là, il est possible d'aller programmer le petit bouton rouge qui est dédié à l'enregistrement du vidéo. Mais lorsqu'on est en photo, on peut lui assigner des fonctions différentes. Donc, dans les réglages personnalisés sous F1, vous pouvez venir assigner à ce bouton-là la fonction de venir verrouiller. Et c'est simple d'utilisation. Donc, si j'ai à verrouiller une vitesse, exemple, en studio, j'utilise un 200e de seconde, j'ai seulement à appuyer sur mon petit bouton rouge, puis à venir tourner ma molette principale et on va voir un petit L apparaître aux côtés de la vitesse d'obturation qui indique que la vitesse est verrouillée. Et je peux faire la même chose avec l'ouverture. La seule différence, c'est au lieu de prendre ma molette principale, je vais prendre ma molette secondaire qui est à l'avant pour verrouiller l'ouverture. Et un petit truc comme ça, des fois, pour se souvenir quelle molette fait quoi, qui va régler quoi, bien, moi, je me sers un petit peu comme point de référence. La molette en avant, c'est pour l'objectif qui est en avant, et la molette en arrière, c'est pour la vitesse qui est dans le boîtier. Donc, des fois, ça peut nous donner un petit truc, savoir quelle molette travaille où en mode manuel. Et ça fonctionne aussi dans les semi-automatiques, c'est-à-dire soit priorité à la vitesse ou priorité à l'ouverture. Une autre façon que j'aime bien l'utiliser, exemple, si je m'en vais dans la forêt pour prendre de la photo animalière ou d'oiseaux, j'aime bien fonctionner avec une vitesse particulière et une ouverture, surtout si j'utilise le 200-500 qui est déjà à 5.6. Je vais souvent sélectionner l'ouverture de 5.6 si je n'ai pas beaucoup de lumière. Donc, je vais aller verrouiller ma vitesse et mon ouverture. Exemple, je pourrais prendre un 500e de seconde à l'ouverture 5.6. Et par la suite, je vais mettre mes ISO en automatique. À ce moment-là, si je suis équipé de gants ou de mitaines, même si j'accroche mes molettes principales secondaires, je vais être en mesure de prendre ma photo et peu importe les conditions de lumière qui sont changeantes, ça sera mes ISO qui vont monter ou diminuer selon la luminosité que j'ai au moment de la prise de photo. Donc, c'est vraiment un plus à avoir, cette fonction-là. Peu de gens connaissent, mais vous allez voir, je vous montre comment accéder dans le menu et aller activer cette fonction-là. Vraiment agréable et avec le bouton qu'on peut avoir pour aller le dégager. On n'a pas besoin d'aller dans le menu, aller chercher ou le déverrouiller ou le verrouiller. On a signé ce bouton-là et c'est rapidement accessible. Maintenant, je voudrais aussi vous parler des Pocket Wizard. Je n'avais glissé un mot au départ et il y a présentement un petit problème avec l'utilisation des Pocket Wizard Flex TT5. C'est des modules qui servent à déclencher mes flashs de studio. Moi, présentement, j'ai des Paul C-Buff, des Einstein, qui sont équipés de petites cartes radio Pocket Wizard sur chaque tête. Et ce module-là me permet de contrôler à distance là, la puissance de mes flashs.
Avec le D500, Pocket Wizard ont sorti un firmware bêta, c'est-à-dire à l'essai, qui n'est pas final. Et il y a présentement un petit problème au niveau de l'utilisation. J'ai remarqué qu'à partir de 1 160e de seconde jusqu'à 1 250e de seconde, dans ces vitesses de synchronisation-là, ça arrivait régulièrement que j'avais des misfires, ou autrement dit, je prends la photo et les flashs ne partent pas. Et que si j'utilisais une vitesse de 1 125e de seconde et moins, à ce moment-là, j'avais 100% de taux de réussite. Donc, je vous mets ici en encadré dans la programmation du Pocket Wizard Flex TT5. Sous l'onglet Flash, il y a un petit crochet qu'il faut aller enlever, là. Donc, vous avez la marche à suivre pour venir enlever ce petit crochet-là. Et bien important, rendu dans le bas de la fenêtre, cliquez sur Apply, parce que sinon, il ne gardera pas là, en mémoire la nouvelle programmation du Flex. Et j'ai écrit à Pocket Wizard, ils sont au courant, et prochainement, d'après moi, dans les semaines à venir, on devrait voir un autre firmware apparaître, et avec toutes les corrections pour le D500. Alors, et par contre aussi, ça c'est uniquement lorsqu'on est en mode TL, c'est-à-dire que je suis un peu comme en mode TTL avec mes Pocket Wizard. Mais le Pocket Wizard, on peut le programmer aussi en Pocket Wizard Basic, c'est-à-dire comme les plus gros modules qu'on connaît, là, les plus 3 ou les plus X. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Si j'utilise mon Pocket Wizard en position Basic, qui est le plus X, exemple, j'ai un taux de réussite 100% du temps, il n'y a aucun problème. C'est uniquement en mode TL. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui utilisent, de toujours programmer votre module qui va sur le boîtier différemment des autres, parce que lui, ici, il faut enlever la fonction d'être transceiver, ou autrement dit qui est transmetteur et récepteur en même temps. Il faut seulement lui donner une fonction de transmetteur pour empêcher les petits bugs qui peuvent survenir. D'ailleurs, ce sujet-là, j'utilise un flashmètre séconique qui est aussi posemètre, qui est électronique, qui me donne aussi la possibilité de contrôler à distance mes flashs, l'intensité de mes flashs par groupe. Et bon, on peut voir ici qu'il y a des petits curseurs. Si jamais que certaines personnes qui regardent aimeraient avoir un genre de petit tutoriel sur le système Pocket Wizard et le flashmètre séconique avec le système de Einstein, peut-être me laisser un message ici au bas et je pourrais regarder pour vous faire un tutoriel et une démonstration comment que ça fonctionne en studio, ce système-là. Donc, c'était uniquement un petit point que je voulais vous apporter parce que j'ai découvert ça qu'en studio, il arrivait régulièrement, j'avais des misfires, mais ça sera corrigé dans les semaines à venir avec le nouveau firmware de Pocket Wizard. Maintenant, je vais vous présenter quelques accessoires que j'adore utiliser avec mon D500. La première, c'est la grippe ou la poignée qui équipe le D500. Comme je vous avais parlé sur la première vidéo, la grippe Nikon vaut quand même 600 $ canadiens plus les taxes, donc très dispendieuse. Puis, j'ai eu dans les semaines qui ont suivi la diffusion du premier vidéo, la grippe Pixel Vertax. C'est une grippe chinoise. Fonctionne numéro 1, j'ai aucun problème, j'ai jamais eu aucun trouble. La pile d'origine s'installe à l'intérieur. Tout fonctionne bien. On a un petit compartiment pour mettre le petit caoutchouc. Faites bien attention à ça. C'est important et c'est la même chose pour la grippe Nikon, souvent pour pas que vous égarez. Le petit protecteur de caoutchouc pour les contacts qui sont ici à l'arrière
bien, il y a un petit un espace pour loger ce protecteur de caoutchouc-là. Donc, je vous recommande vraiment, plutôt que de le laisser dans la boîte ou ailleurs, mettez-le dans cet espace-là. Comme ça, si vous partez en voyage puis vous voulez détacher votre grippe, bien, je peux aller rechercher mon petit protecteur, le remettre, mais on est sûr qu'il n'y aura pas de saleté au niveau de la grippe, c'est-à-dire des contacts du boîtier. C'est vraiment un truc à jamais laisser dans la boîte. Souvent, on finit par le perdre de toute façon. Donc, comme je vous disais, vous avez vu, la poignée s'installe facilement. Elle est solide. On retrouve les mêmes caractéristiques que la poignée d'origine, c'est-à-dire une molette principale à l'arrière, la molette secondaire à l'avant, le déclencheur, la possibilité de verrouiller le déclencheur, parce que des fois, en le prenant ici, on peut accrocher puis déclencher, donc il est possible de verrouiller. On a le petit bouton d'autofocus, comme on retrouve ici, comme je vous expliquais plus tôt. Et on a aussi un second joystick pour choisir nos collimateurs d'autofocus. La construction est très bien et à 90 $ canadiens. C'est vraiment un prix parfait et on peut, même si je viendrais qu'à la briser avant d'atteindre le prix d'une grippe d'origine, je pourrais en acheter 6 facilement. Et pour en avoir eu avec mes autres boîtiers, j'en ai aucune qui a fait défaut. La chose qui est intéressante aussi, c'est qu'elle est fournie avec un porte-piles AA. Donc, je peux mettre 8 piles AA et avoir avec moi ce porte-piles-là supplémentaire, surtout si j'ai seulement une pile d'origine. Donc, je peux avoir une deuxième source d'alimentation rapide et ça vient avec un petit essuie de transport pour le porte-piles. En passant, pour ceux qui ont déjà un boîtier Nikon avec des piles compatibles, exemple les D800, on a aussi certaines générations de D810, vous allez voir, les piles ont une génération, c'est tout le même modèle de pile, mais à l'arrière, c'est marqué Ion 01. Les premières générations, c'était Ion 01. Depuis le D500, le D810, les dernières générations, ils fournissent maintenant une pile Ion 20. Les deux sont compatibles. La seule différence, c'est que la Ion 20 conserve sa charge beaucoup plus longtemps, beaucoup plus robuste au niveau de sa capacité à conserver la charge et va durer plus longtemps pour faire un nombre de photos. Donc, mes 0,1, j'en avais et se vidait où je pouvais prendre, par exemple, la moitié de la capacité de photo des Ion 20. Et Nikon, suite à ça, Nikon Canada, ont décidé d'échanger gratuitement pour tous les possesseurs de ces piles-là, avec l'achat d'un D500, leurs anciennes piles 01, sans égard à si la pile était rendue vieille ou plus neuve, parce qu'on a une durée de vie sur une pile. Ils n'ont pas cherché à se compliquer la vie ou à nous compliquer la vie. Donc, avec votre facture d'achat du D500, Nikon Canada nous échange gratuitement nos piles. Moi, j'avais 3 piles Ion 01 qui m'ont remplacé sans frais. Ça a pris, je crois, 9 jours avec l'envoi par la poste. Ils m'ont échangé mes 3 piles pour des piles Ion 20 et ça ne m'a rien coûté. Fait que chapeau Nikon, c'est vraiment une belle attention et surtout pour l'utilisation du boîtier à son maximum. Puis le Ion 20, dans le D810, je n'ai pas vu si ça l'a amélioré ou pas. Déjà, le D810, il est excellent au niveau de consommation. Mais par contre, sur le D500, j'ai vu, c'est le jour et la nuit entre les deux générations de piles. Donc ça, c'est pour la grippe. Cette grippe-là, comme je vous disais, vous pouvez la commander sur Amazon.ca, AliExpress également.
Et vous allez la trouver régulièrement entre 90 et 100 $ canadiens avec la livraison incluse. Donc vraiment, une belle grippe à avoir et vraiment pas cher, vraiment pas dispendieux. L'autre chose que je vous recommande, c'est l'œilleton, le DK19. C'est un petit œilleton souple. Donc, quand on est dehors au soleil ou même dans des conditions de lumière, comme ici, j'ai la lumière qui peut rentrer sur mon côté, qui peut être parasite. Moi, j'aime bien ça. Donc, ça couvre l'œil facilement. Puis, c'est pas cher. Vous allez trouver ça aux alentours entre 8 et 12 $ sur Internet ou dans les boutiques photo. Et sachez que lorsqu'on installe ce œilleton-là, c'est le même modèle d'ailleurs que les D810, D800, D4, D5, D3S. C'est toujours la même génération. Et on a un obturateur pour le viseur. Ici, il faut vraiment le fermer parce qu'on ne sera pas capable d'enlever l'espèce de petite vitre. Donc, vous avez un mode d'instruction, c'est facile à installer. Puis, je vous recommande, c'est pas cher et c'est vraiment un accessoire qui peut rendre parfois la vie agréable lorsqu'on regarde dans le viseur. Maintenant, l'autre chose aussi, ça va être le protecteur d'écran. Hein? Bon, moi, mon boîtier, si je les ai avec une courroie dans le cou, souvent, il se retrouve à la hauteur de ma boucle de ceinture, puis j'avais peur que ça graffigne le moniteur. Bien, il se fait comme les téléphones cellulaires, des protecteurs de moniteur. Il y en a une panoplie sur le marché. Moi, j'en voulais un qui n'avait pas de colle, qui n'était pas un papier. J'en ai trouvé. Et ça s'appelle Dearkin. Je vais vous mettre en encadré là, le produit. C'est vraiment une petite vitre très, très mince, trempée, donc très robuste. Il n'y a aucune colle. Ça s'applique facilement. On a tout simplement enligné chaque côté de la vitre sur le moniteur. Il y a un petit tampon qui vient avec avant pour bien nettoyer notre moniteur. On l'applique, on le laisse dessus, puis on appuie au centre tout simplement. C'est comme un peu électrostatique, il va se coller par lui-même et ça s'applique. Il n'y a pas de danger d'avoir de bulles d'air ou quoi que ce soit. C'est vraiment là, instantané, ça s'installe très, très, très facilement. Il donne même des petits guides si vous voulez, mais moi, je n'ai pas eu besoin. Je me suis enligné sur le rebord du moniteur et ça couvre très, très, très bien le bord au complet, le moniteur. Et on conserve les fonctions tactiles aussi du moniteur. Et j'ai tellement aimé que j'en ai mis un deuxième sur mon D810 plutôt que le gros protecteur de plastique qui était rendu rayé, qu'on commence à voir moins bien la photo. Le prix, 10 $ pour deux. 10 $ pour deux. Donc, on ne peut pas se passer de ça. Moi, j'ai acheté les miens sur AliExpress et 10 $ canadiens, livraison comprise. Donc, ça vous en fait un de réserve ou un autre pour mettre sur un autre moniteur comme le D750, D810 qui ont la même grosseur de moniteur. Donc, vraiment un plus à avoir. Et pour le prix, je ne voudrais pas avoir gratigné mon moniteur puis pas avoir mis ça à la place là, pour le prix. Donc, vraiment un plus à avoir et facilement trouvable sur l'Internet. L'autre chose que je me sers beaucoup, ça va être, j'ai une courroie. Moi, la courroie Nikon, je l'aime pas parce que, bon, elle est rude quand c'est neuf, puis, bon, c'est pas confortable. Et l'autre chose aussi, j'aime bien que ma courroie, je puisse enlever la bandoulière qui va dans le cou. Donc, j'ai opté pour la marque Optec USA. Ils ont différents produits. Très abordable. Vous allez trouver une courroie comme celle-là ici, qui est la Optec Pro, pour entre 20 et 25 $ sur Internet. Et la beauté, c'est que je peux en tout temps enlever ma courroie si je veux installer ma caméra sur un pied ou sur un monopode.
Donc, c'est rapide. Mais l'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est lorsque je vais en forêt ou si je fais de la photo touriste, en voyage, bien sûr, j'ai un pack-sac Think Tank et j'ai acheté les attaches, les loops qu'ils appellent USA, et c'est attaché dans les 2 anneaux de mon pack-sac et je viens simplement clipper dans mon pack-sac, donc j'ai plus aucun poids dans le cou. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas identifié avec une marque de caméra. Surtout lorsqu'on voyage à l'étranger, les voleurs savent, connaissent pas nos caméras, mais ils savent que une D500, une D810, une D5, ça vaut beaucoup de sous, donc ils vont avoir tendance à aller voler les touristes qui ont ça. Donc, en ayant ça clippé après moi, il est impossible de me l'enlever. Et en même temps, mais je passe plus inaperçu parce que je n'ai pas inscrit en gros que je possède un D500 ou un D810. Ça, c'est pour ma part. Et le système d'attache rapide est vraiment génial. Vous allez aussi pouvoir avoir différentes façons d'attacher après votre œillet du boîtier. Moi, j'ai la façon standard, là, qu'on passe avec la petite bande de la courroie à l'intérieur, mais on a aussi un genre de corde qu'on fait simplement rentrer à l'intérieur, puis on tire. C'est rapide. Donc, vous avez le choix entre ces 2 courroies-là pour la même courroie. Donc, vous allez retrouver ça sur le site de Amazon.ca, entre autres, que vous allez pouvoir en avoir. Beaucoup de boutiques en vendent également. Et c'est peu dispendieux. Les loupes d'attache, ça vaut, je crois, c'est 8 $ pour la paire. Donc, moi, j'en ai pris une paire pour mon harnais et une paire pour mon pack-sac. Donc, c'est vraiment abordable, puis très confortable. C'est en néoprène, donc ça fonctionne vraiment bien. L'autre accessoire que je veux vous présenter aussi également, c'est un porte-carte mémoire. Ça fait plusieurs années que j'utilise ce genre de porte-carte-là. Qu'est-ce qui est vraiment agréable, c'est que je retrouve dans un même étui toutes mes cartes, plutôt qu'elles soient éparpillées dans mon sac photo. Et on peut les commander maintenant pour des cartes XQD et des cartes SD. Donc, j'ai vraiment un porte-carte qui est étanche, c'est contre l'eau, contre les chocs. Et je peux le commander pour mettre 4 cartes SD ou 3 cartes SD. J'en ai un également pour mon D810 qui a un compartiment pour les cartes SD puis Compact Flash. Donc, on peut les commander vraiment selon la configuration. C'est JGC qui fabriquent ce porte-carte-là. Vous pouvez retrouver ça sur Amazon ou AliExpress aussi pour environ 10 $. C'est vraiment un bel outil. L'autre chose qui peut être agréable, c'est, exemple, moi, si je suis dans un mariage, je change ma carte, bien, je vais la mettre à l'envers, celle que j'ai utilisée. Donc, tout de suite, quand je rouvre, je sais tout de suite quelles cartes qui étaient utilisées et quelles cartes qui sont vierges. Donc, c'est un petit aide-mémoire pour savoir laquelle que j'ai qui est pleine, quelle qui est libre. Donc, en les classant comme ça ici à l'intérieur, bien, ça nous permet de vraiment avoir accès à nos cartes qui sont vides par rapport à une carte qui est déjà remplie. Pour le prix, vraiment très bien, et on peut l'accrocher après soi-même, et donc vraiment là, un bel accessoire à avoir. Je vais vous parler maintenant des objectifs que j'utilise avec le D500. J'ai plusieurs objectifs FX et plein capteur, et seulement un objectif DX pour le D500. Je vais utiliser beaucoup le 50 mm de Nikon, le 1.8, avec lequel je filme présentement sur mon D810. Je l'utilise beaucoup pour le portrait extérieur, portrait en studio,
et c'est un objectif qui est très, très, très sharp, vraiment net, et la mise au point à tout coup accroche. Je le préfère personnellement au 1.4 de Nikon. Le petit 50 1.8, vraiment un objectif passe-partout et à voir. Et sur le D500, bien, ça va me donner un 75 mm, donc vraiment agréable pour le portrait. Par la suite, mon objectif fétiche, on pourrait dire, que j'aime autant utiliser sur mon D810 que sur le D500, et le Nikon 24 à 120 mm f4. C'est un objectif à ouverture fixe. Donc, autant à 24 mm qu'à 120 mm, il va être à l'ouverture 4. Donc, c'est vraiment intéressant. Et le range que nous donne cet objectif-là est vraiment agréable à utiliser, autant sur le D810, alors que sur le D500, bien, ça va me donner un 36 mm à 180 mm. Donc, vraiment une belle portée. Lorsque je fais de la photographie de voyage, je vous dirais que c'est mon objectif principal que j'ai à 90% du temps. Ça va être le 24-120 mm. Et c'est souvent un objectif qui est boudé ou méconnu par certains photographes qui préfèrent le 24-70 mm. Moi, j'aime bien à cause du range que le 24-120 possède. Il y a aussi le VR, l'antivibration incorporée. Également, cet objectif-là est vraiment reconnu. On n'a seulement qu'à penser à Vincent Meunier, le célèbre photographe français qui est connu entre autres pour sa photographie sur les expéditions en Antarctique avec les loups blancs. Bien, on peut le voir dans sa vidéo. À un moment donné, il y a une tempête de neige, il utilise, je crois, c'est peut-être un 400 ou 500 mm, et il y a un autre boîtier d'accroché dans le coude, et sur ce boîtier-là, il y a le 24-120. D'ailleurs, il dit lui-même que ça représente le meilleur compromis pour un objectif. Donc, c'est vraiment l'objectif que j'affectionne particulièrement, le 24-120, autant sur mon D810 que le D500. L'autre objectif que je vais utiliser aussi en voyage, c'est le grand angle DX. C'est le seul objectif DX ou demi-capteur que je possède, qui est le 10-24 mm de Nikon. Celui-ci, c'est une ouverture 3.5 à 4.5 et il est très très sharp aussi et très agréable à utiliser pour la photo vraiment de grand angle. Surtout que, bon, si je mets un 20 mm sur le D500, ça devient une 30 mm, donc déjà moins grand angle. Le 10-24 combiné au 24-120 est vraiment utile dans mes voyages lorsque je vais aller faire de la photo urbaine. Et souvent, je vais joindre avec ça le petit 50 mm pour sa luminosité qui est à 1.8. Donc, c'est des objectifs là, que j'affectionne particulièrement. Il y a le 70-200 f4 de Nikon, qui est VR aussi, là, contre la vibration. Et auparavant, j'avais le Nikon 70-200 2.8, qui est excellent. Mais j'ai opté par la suite pour le F4, tout simplement pour son poids, son encombrement au niveau de la dimension. Dans mon sac photo, moi j'aime bien partir avec le plus d'objectifs possible. Donc, le poids va rentrer en ligne de compte et aussi la dimension dans mon sac. Et c'est un objectif qui est vraiment, vraiment agréable. Je l'ai utilisé sous la pluie, la neige, dans des conditions extrêmes. Et on peut voir même que les bacs de caoutchouc commencent à blanchir parce que j'avais de la crème solaire à un moment donné. Ça fait aucun défaut, ça fonctionne bien. Le VR est excellent. Puis, c'est plus léger qu'une 24-70, donc on n'a pas besoin de colette de pied, si on veut, pour aller avec. Puis, ça se transporte très facilement. J'ai également le 200-500 de Nikon pour la photo animalière et sportive.
Et vraiment, j'adore cet objectif-là. Monter sur le D500, c'est un charme d'utiliser cet objectif-là avec la rafale de 10 images secondes du D500. La précision au niveau de la mise au point, c'est de toute beauté. Je peux vous dire que c'est l'objectif que j'adore. Quand je vais en forêt, que je cherche un animal, un oiseau, ou même récemment, je suis allé faire de la photographie dans une piscine à Québec lors d'une compétition. Malgré le peu de luminosité, ça m'a donné des images incroyables à 10 000 ISO avec le D500. Donc, c'est vraiment un objectif pour le prix que je recommande fortement. Quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut explorer la photographie animalière ou sportive. C'est l'objectif vraiment là, à avoir ces temps-ci. Le dernier objectif que j'adore utiliser est le Nikon 20 mm 1.8. Pas pour la photographie, mais pour la vidéo. Donc, je m'explique. Exemple, si je fais un mariage, mon D810 va souvent me servir de boîtier principal et mon D500 va être le deuxième boîtier pour la plus faible lumière, lorsque j'ai moins de bonne lumière, puis aussi si je veux faire des clips vidéo. Et le 20 mm monté sur le D500 donne l'équivalent d'un 30 mm, c'est parfait pour le vidéo. Couplé avec la réduction de vibration électronique du boîtier, bien, à main levée, je peux faire des clips vidéo et je retrouve pratiquement aucun bouger sur mes vidéos. Donc, vraiment, pour moi, c'est un plus, autant pour le D810 que, à ce moment-là, je vais travailler à 20 mm, mais aussi en vidéo pour le D500. C'est l'objectif pour moi qui est vraiment passe-partout pour mes deux boîtiers. Et le piqué est extraordinaire, autant que mon 85 mm. Vraiment un objectif dont la longueur de focale vient me chercher personnellement. Et je finirai en vous mentionnant un accessoire qui est vraiment agréable. C'est Hoodman qui fabrique ça. C'est une loupe pour regarder notre moniteur lorsqu'on est en forte condition de lumière, exemple au gros soleil ou sur la neige, à la plage. Puis je veux voir mon moniteur, la photo, bien, je peux venir tout simplement appuyer et venir regarder. Non seulement ça élimine la luminosité, mais il y a une loupe intégrée et je peux voir vraiment en gros plan ma photo, voir si la mise au point est nette et contrôler les données de ma prise de photo, si j'ai augmenté ou diminué l'ouverture, par exemple. C'est assez dispendieux. Vous allez trouver ça environ 100 $ au Québec, mais ça vaut vraiment le coup. Moi, il est toujours dans mon sac et peu importe la photo extérieure, aussitôt que je sors du studio, j'ai toujours mon Hoodman avec moi. Il s'en fabrique un modèle qui est rétractable, c'est-à-dire qu'on va appuyer dessus, ça va être comme un accordéon, mais il est plus gros. Au lieu d'avoir 3 pouces, il y a 3,2 pouces et il fait plus large que le moniteur. C'est surtout fait pour les Canon. Et souvent, bien, ça va venir appuyer sur mes contrôles aux côtés. Puis j'ai moins aimé ce modèle-là. Donc, j'ai vraiment le modèle de base de Hoodman. Et ça vient avec un petit étui de transport. Un accessoire à avoir avec soi lorsqu'on fait de la photographie extérieure, c'est l'article, croyez-moi. Tous ceux à qui j'ai fait découvrir ça, ils s'en sont équipés d'un dans les jours qui ont suivi. Donc, c'était la deuxième partie de la présentation sur le Nikon D500. J'ai élaboré un petit peu plus sur cette vidéo-ci pour des options intéressantes que je trouvais et également sur les options qu'on peut avoir avec le boîtier. Si vous avez des commentaires, des suggestions, bien, vous pouvez les laisser ici au bas de la page ou encore en m'envoyant un message sur ma page Facebook. Également, dans les prochains jours, je mettrai en ligne une vidéo expliquant les flashs Yongnuo, qui sont des flashs Cobra.
et pour le prix vraiment abordable, et on peut se monter un petit studio à la maison ou encore à l'extérieur avec ce système de flash-là qui sont contrôlés avec un système radio. Alors, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.